vous allez découvrir maintenant le comment. Maintenant qu'on a vu le pourquoi on en parle, c'est comment tout ça se pratique sur les territoires concrètement. Dévoiler les secrets de l'économie circulaire, je vais faire de mon mieux. En tout cas, tâchez de vous le faire comprendre au mieux. Euh, enfin, c'est traditionnel, hein, pour expliquer ce qu'est l'économie circulaire, on part de son modèle contraire, qui est notre modèle actuel, du modèle linéaire, où en fait, pour répondre aux exigences de la croissance et aux besoins de nos sociétés, c'est le modèle qui reste encore prépondérant, c'est celui de l'économie circulaire, de l'économie linéaire, pardon, dans lequel on extrait des ressources d'un côté, on les transforme, on fabrique des produits, on les distribue, on consomme des produits, et finalement, tout produit euh, fabriqué est destiné à plus ou moins long terme à terminer sous forme de déchets. Bien sûr, on a progressé, c'est plus tout à fait uniquement le seul modèle, mais ça reste le modèle prépondérant. Et je vais insister sur un point, c'est qu'en plus, ce modèle ne se préoccupe pas forcément de la manière dont on extrait les ressources, par exemple. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être vigilant au fait que ce sont des ressources renouvelables ou pas, et on peut ne pas être vigilant non plus, pour des raisons économiques diverses et variées, au fait d'extraire de manière propre ces ressources et aux impacts environnementaux de cette extraction. De la même manière, au niveau de la transformation, on peut être vigilant à la consommation de matière, au rebut de production, à la consommation d'énergie ou pas. On peut être, si je continue à dérouler le fil, sur la distribution de produits, c'est la même chose. On peut faire attention de ne pas avoir recours à des logistiques très impactantes ou à envoyer des produits sur des distances trop longues, etc., etc. Donc, déjà, dans un modèle linéaire, on a la possibilité de faire des choix d'impact. Mais on s'aperçoit aujourd'hui que ça ne suffit pas et que, globalement, ce modèle-là, de toute façon, mène à plus ou moins long terme les produits sous forme de déchets. Ce modèle-là, on l'appelle aussi end of pipe, bout de tuyau en bon français. Et avec l'idée, et c'est souvent comme ça qu'on explique le passage de l'économie linéaire à l'économie circulaire, c'est de se dire, eh ben, ce tuyau dans lequel, à un bout, je rentre des matières premières et à l'autre bout, je sors des déchets, bah, c'est tout simple, j'ai qu'à le refermer. J'ai qu'à en faire un cercle, ramener une extrémité du tuyau, l'extrémité des déchets à l'entrée, et du coup, que les déchets deviennent de nouvelles ressources. C'est souvent une façon un peu simpliste de présenter l'économie circulaire, qui a le mérite de faire comprendre le principe, mais qui malheureusement réduit l'économie circulaire, et on l'a vu par le sondage, souvent dans l'esprit de la majorité des gens, à essentiellement une question de recyclage. Or, il y a bien d'autres questions à se poser, et c'est ce qu'on va voir maintenant, en s'intéressant à ce qui peut se passer aux différentes étapes. Vous voyez, le modèle circulaire que je vous présente, il représente les différentes étapes de ce qu'on appelle le cycle de vie d'un produit. Un produit, c'est pas uniquement, il ne prend pas naissance au moment où je l'achète et au moment où je l'utilise. Son cycle de vie, il a commencé au moment où on a extrait les matériaux qui vont le constituer, où on a transformé ces matériaux pour fabriquer le produit, où on a distribué le produit, bien sûr ensuite il y a l'utilisation et ses déchets. Et en fait, l'économie circulaire va s'intéresser à chacune de ces étapes avec un objectif, c'est de produire le moins de déchets possible tout au long de ce cycle de vie. Parce qu'en fait, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Ça est un peu enfoncé enfin, peut-être, ça peut sembler être une évidence, mais c'est vraiment une réalité qu'il faut garder en tête. L'économie circulaire, c'est pas l'économie du déchet, c'est pas l'économie du recyclage. En tout cas, ça n'est pas que l'économie du déchet et que l'économie du recyclage. C'est tout un ensemble de pratiques qui visent à optimiser l'utilisation de ressources. En fait, à faire plus et mieux avec moins. Et c'est ce que symbolise la petite équation. L'économie circulaire, c'est une meilleure gestion des ressources locales, notamment puisqu'on s'intéresse au développement territorial. Et encore une fois, dans le terme de ressources,
on inclut bien l'ensemble des ressources d'un territoire, que ce soit ses ressources de matières premières ou énergie, mais également les ressources humaines, les équipements dont dispose ce territoire et les déchets qui, comme on va le voir, doivent être aussi considérés comme des ressources. L'ADEME a, je dirais, structuré cette notion d'économie circulaire, l'a organisée pour qu'on puisse pour faciliter la mise en œuvre, la compréhension et également, d'une certaine manière, la normaliser pour que chacun entende bien la même chose derrière les termes utilisés et qu'il n'y ait pas des raccourcis ou des mauvaises compréhensions ou des abus de langage. Donc, elle distingue dans l'économie circulaire 3 domaines d'action et 7 stratégies. Alors, ça peut paraître très théorique. Je vais commencer par une présentation de ces domaines d'action et de ces stratégies de manière un petit peu théorique, mais rassurez-vous, on va tout de suite après passer sur des illustrations par des exemples très ancrés dans le développement territorial. Donc, les 3 domaines sont le domaine qui va concerner les acteurs économiques, ceux qui produisent, ceux qui fabriquent, ceux qui offrent et qui proposent des produits et des services. Deuxième domaine, c'est les consommateurs, ceux qui consomment ces produits, qui les utilisent. Alors, ce sont les citoyens, mais une collectivité est un consommateur, une entreprise est aussi, à son tour, un consommateur. Le dernier domaine, c'est celui des déchets, parce qu'il y a quand même à s'intéresser aux déchets. Voilà, c'est toute la gestion, le domaine de la gestion des déchets. Alors, dans le domaine de l'offre et des acteurs économiques, on a 4 stratégies qu'on appelle les approvisionnements durables. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand je dois mobiliser une ressource, extraire une ressource pour fabriquer un produit, il faut que je m'intéresse à la durabilité de cet approvisionnement. C'est-à-dire, quelle ressource est-ce que je vais choisir? Est-ce que je vais choisir une ressource non renouvelable? Est-ce que je vais choisir une ressource renouvelable? Est-ce que je vais choisir une ressource qui vient du réemploi, qui vient du recyclage? Et c'est là où il y a l'entrée par le recyclage des déchets, et ça devient aussi une ressource. Et dans chacun de ces cas-là, comment sont produites, comment sont extraites ces ressources? Est-ce que l'entreprise qui extrait, qui transforme, qui prépare ces ressources, le fait dans des conditions les plus respectueuses de l'environnement et avec un moindre impact? Donc, c'est tout ce qui est derrière l'approvisionnement et l'exploitation des ressources qui se trouvent dans l'approvisionnement durable. Deuxième stratégie, l'éco-conception. Quand on conçoit un produit et un service, je dirais avant l'éco-conception, quand on faisait de la conception, on s'intéressait à 3 choses. On s'intéressait aux besoins auxquels il fallait répondre. On s'intéressait à la faisabilité technique du produit ou du service qu'on était en train de concevoir. Et on s'intéressait à sa viabilité économique. Et en gros, une conception bien faite, c'était celle qui était qui répondait le mieux possible aux besoins exprimés, dans des conditions de faisabilité technique confirmées et avec une viabilité économique, un modèle économique qui tient la route. L'éco-conception, elle rajoute une 4e contrainte qui est de veiller à réduire au maximum les impacts environnementaux du produit ou du service éco-conçu, et encore une fois, tout au long de son cycle de vie. C'est-à-dire que l'éco-conception, elle va s'interroger sur quelles ressources j'utilise pour fabriquer et d'où elles viennent. Elle va s'intéresser à comment je fabrique ce produit. Elle va s'intéresser à qu'est-ce que va consommer d'un point de vue énergétique, par exemple, mon produit quand on va l'utiliser. Et elle va s'intéresser jusqu'au bout du cycle de vie de son produit. C'est comment vais-je gérer la fin de vie de mon produit une fois que vraiment je serai obligé d'en faire un déchet. Troisième stratégie pour les acteurs économiques, c'est ce qu'on appelle l'écologie industrielle et territoriale. C'est un nom un peu barbare, je le reconnais, pour quelque chose d'assez finalement simple et de bon sens, qui est de se dire,
sur un même territoire, les différents acteurs économiques, s'ils se mettent ensemble et qui réfléchissent ensemble, et notamment sur leur flux, il y a des solutions à trouver qui vont permettre de réduire l'impact environnemental de ces flux, voire même de produire souvent de la valeur économique en parallèle. Ce sont des démarches qui vont être des démarches de mutualisation de flux. Alors, ça peut être de manière très simple, plutôt que chacun valorise plus ou moins bien de son côté son quart de palette de carton. Si on massifie l'ensemble des flux d'entreprises à l'échelle d'une zone d'activité, on va avoir une capacité à trouver une meilleure filière de valorisation de ce déchet. Mais ça peut être différents autres exemples. L'important à retenir, c'est qu'on est sur un territoire et qu'on agit collectivement, en réfléchissant collectivement à comment réduire les impacts environnementaux des flux de nos activités. L'économie de fonctionnalité, je vais l'illustrer de la manière suivante. On a tous une, voire deux voitures, voire des fois plus par foyer, dont le taux d'utilisation, je ne sais pas, surtout par les temps qui courent actuellement, soyons raisonnables. Moi, je suis en télétravail à 100%, je peux vous dire que ma voiture, elle fait surtout du garage. Et là, se pose la question de se dire, mais ces voitures, on les a produites en quantité pour que chacun puisse acheter une, deux voitures. Mais finalement, l'objectif, c'est quoi? C'est d'acheter une voiture ou c'est de se déplacer? Parce que si l'objectif, il est de se déplacer, il y a peut-être d'autres solutions que d'avoir chacun individuellement une voiture qui passe les 90% de son temps au garage. Et il y a certainement des façons, finalement, plutôt que d'acheter une voiture, d'acheter du déplacement. C'est ce qu'on fait quand on utilise les transports en commun. Mais c'est aussi à ça que s'intéressent toutes les offres d'Autolib, de Vélib et autres, voire même d'autopartage. On est bien à un vrai changement d'acheter, c'est-à-dire qu'au lieu d'acheter un objet, on achète l'usage de cet objet, qui permet d'augmenter la valeur d'usage individuel de chaque objet. On passe au domaine concernant les consommateurs. Là, on a deux stratégies. La consommation responsable. Encore une fois, on est bien d'accord que le consommateur, c'est tout individu ou toute structure qui a un acte d'achat. Et cet achat, il peut être responsable. C'est-à-dire que je peux choisir de consommer de manière responsable. En tant que citoyen, je peux choisir d'être vigilant quand je vais dans un supermarché, de privilégier les produits les moins emballés, avec le moins d'emballage possible. Parce que je sais là, je produis des déchets directement. Je peux même aller jusqu'à acheter en vrac. Si je suis une collectivité, j'ai aussi ce type de démarche que je peux mettre en place. Si je suis citoyen, on a aussi ce qu'on va appeler la consommation collaborative. C'est-à-dire que c'est tout bêtement le prêt d'une tondeuse, le prêt d'un objet entre voisins. Ensuite, on a la stratégie d'allongement de la durée d'usage. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place comme stratégie pour qu'un objet, pour retarder au maximum le moment où l'objet va passer ce qu'on appelle en statut de déchet. C'est-à-dire, en gros, on va le mettre à la poubelle, ou en recyclerie, ou en déchetterie. C'est-à-dire, c'est le moment où il devient un déchet. Et là, on a toutes les stratégies autour du réemploi. Par exemple, c'est la consigne du verre, on est dans le réemploi. C'est la réparation. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai un appareil électroménager, j'ai un vélo qui marche, qui est en panne. Je le répare ou je le fais réparer. C'est même la réutilisation, c'est-à-dire donner une nouvelle vie à des objets, pas forcément pour le même usage d'ailleurs. Donc, c'est tout ce qui permet de retarder le passage dans le dernier domaine, où là, effectivement, à un moment, on obtient des déchets, et où là, ce qu'il faut viser, c'est le recyclage et la recyclabilité des déchets. L'idée, là, ça va être au maximum de pouvoir
séparer des flux de matière, de pouvoir, pour ces différentes matières, avoir des filières et des process de recyclage qui permettent effectivement de recréer une matière première à partir de ces déchets. Je ne vous cache pas que ça, si ça n'a pas été anticipé au niveau de l'éco-conception, c'est très compliqué. Parce que si on n'a pas anticipé à ce moment-là le fait de choisir des matières recyclables, le fait de ne pas faire trop de matériaux, d'objets où on a des matériaux incompatibles qui sont collés entre eux, on n'arrive pas à dissocier, je peux vous garantir que le recyclage, à part de tout mettre dans un incinérateur, ça devient très très compliqué. Voilà un premier aperçu global de tout le panorama qu'offre l'économie circulaire et je pense que vous pouvez commencer à voir qu'on ne s'occupe pas uniquement de la gestion des déchets.